Bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité. Je ne suis pas le CEO d'Orange Lab, je suis CEO d'Orange Silicon Valley, qui est un peu plus petit, mais qui néanmoins a quelque chose à voir avec la recherche et le développement et le business développement. Il y a une petite précision que je voudrais apporter, si vous regardez le guide du programme. Orange ne me paye pas pour faire des tournois de chevaliers, donc je suis bien un chevalier de la Légion d'honneur, mais ce n'est pas mon métier d'être chevalier. Merci beaucoup. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est partager avec vous un certain nombre d'observations et d'enseignements, dont l'essentiel d'ailleurs sont partagés avec mes collègues d'Orange régulièrement, y compris le comité exécutif d'Orange qui nous a fait plaisir de nous visiter il y a 2 mois dans la Silicon Valley. Le Nasdaq est passé au-dessus de 5000 points. Le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques de la bourse de New York. Et c'est la première fois que ça se passe depuis l'an 2000. Il y a les autres index également de la bourse de New York qui ont atteint des nombres qui sont préoccupants, puisque ce sont des pics. Là encore, ce sont les cours d'hier soir, donc un peu moins que ce qu'on a vu il y a ne serait-ce qu'un mois. Donc il y a une question en ce moment. Est-ce que nous sommes à nouveau près d'une bulle qui risque de nous poser des problèmes à l'ensemble de l'industrie. Et je vais vous dire ce que nous pensons qu'il faut en penser. La première chose, c'est que du côté des optimistes, il a fallu 4 mois, juste avant l'explosion de la grande bulle Internet, pour arriver à l'indice des 5000 points. Et là, il a fallu 3 ans et 3 mois. Donc les optimistes disent ne vous inquiétez pas, on n'est quand même pas dans une situation à problème autant que les Cassandres peuvent le prédire. On est quand même arrivé à un seuil qui est important et préoccupant. Donc à titre indicatif, en perspective, la verticale rouge vous montre juste où nous étions au moment de l'explosion de la bulle. Et vous voyez où nous sommes à peu près aujourd'hui, donc à peu près au même endroit. Alors, qu'est-ce que l'on peut tirer de tout ça ? Eh bien, je pense que nous allons avoir à regarder ce qui va se passer avec la partie rouge que vous voyez à droite. La partie rouge, c'est le niveau d'endettement des gens qui achètent des actions. Donc les gens empruntent pour acheter des actions. Et vous voyez que de l'autre côté, la courbe donc des index de valeur est montée très haut. Donc si jamais il y a une petite correction, les gens vont devoir vendre pour pouvoir couvrir leur endettement. Et donc là, ça posera un problème assurément. Regardons un petit peu ce que fait le capital risque. Le capital risque et l'investissement en général a changé d'allure dans la Silicon Valley et il faut y prêter attention. En particulier, l'argent maintenant des investisseurs, d'où qu'ils viennent, et je vais vous en dire un peu plus sur la nature et l'origine des investissements. L'argent s'est déplacé des marchés publics vers les marchés privés, c'est-à-dire que des grosses sociétés comme par exemple Uber profitent de l'investissement dans le monde privé que les gens maintenant appellent des IPO privés, des entrées en bourse privée, c'est juste une expression qui décrit en fait cette spéculation tant que les sociétés ne sont pas entrées en bourse, ce qui se passait avant au moment de l'entrée en bourse. Et donc vous voyez arriver énormément d'argent, notamment de nouveaux acteurs qui sont les fonds de pension. J'essaie de retrouver mon curseur, qui doit être quelque part. Voilà. Donc, cependant, pour les optimistes, on dit que ce n'est pas très grave qu'il y ait toutes ces spéculations aujourd'hui, puisqu'il y a toujours eu des grandes sociétés qui ont été créées à peu près chaque année. Donc, vous voyez ici, depuis d'ailleurs 1997, chaque année, il y a eu une très belle société qui a été créée. Il y a eu beaucoup de dégâts également, mais il y a eu beaucoup de très belles sociétés créées. Donc il y a cette idée aujourd'hui que se sont créées des sociétés qu'on appelle les unicornes en anglais, donc les licornes, donc c'est un animal mythique, parce que ce sont des sociétés, des start-up qui arrivent à des valorisations de l'ordre du milliard de dollars très rapidement, avec en général assez peu de revenus, assez peu de clients, mais qui ont, et d'ailleurs souvent assez peu de propriété intellectuelle, mais qui ont cette
caractéristique de rencontrer une adoption rapide, massive sur le net du fait de la caractéristique mondiale du net en tant que territoire et le fait que le mobile a amplifié encore ce reach mondial que nous avions avant uniquement avec les réseaux fixes. Donc le Wall Street Journal tient à jour une liste de ces unicornes. Vous voyez qu'entre janvier 2014 et maintenant, nous sommes passés de 40, on a doublé le nombre d'unicornes. Vous voyez en jaune, ce sont celles qui sont plutôt en Asie et quasiment pour la majorité d'entre elles en Chine. Il y en a une qui est en Inde et en bleu les États-Unis. Donc il y a une croissance que les gens associent en fait à l'apparition prochaine d'une bulle. Et donc, quand on regarde le tableau aujourd'hui de la valorisation de ces sociétés, vous reconnaissez quasiment dans la liste tous les noms, sauf quelques noms qui sont des noms de sociétés chinoises ou quelques sociétés en Inde. Il y en a une, en fait, une seule. Et donc, on sent bien quand même que la Silicon Valley, d'une part, est de façon générale associée à la côte est des États-Unis, recommence à provoquer un gonflement de l'intérêt pour les valeurs technologiques et l'investissement dans la tech. Les gens qui viennent aujourd'hui, ce sont des fonds mutuels, ce sont des hedge funds et des fonds de pension. Et ils participent, alors qu'avant, ils participaient plutôt au moment de l'entrée en bourse de ces sociétés. Alors une société que vous connaissez sûrement très bien maintenant en Europe, qui est en fait Slack. Slack est une société qui a été créée par des ingénieurs de Flickr, qui est le service de photos qui avait été racheté par Yahoo et qui ont eu besoin de développer pour eux un outil de collaboration à la sauce un peu Facebook en termes d'usage et d'expérience utilisateur et qui en fait a vu une croissance remarquable. Le produit plaît beaucoup et donc c'est devenu une unicorne du fait de la valorisation qui a correspondu à une levée de fonds récemment. Il y en a toute une série comme ça, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais Snapchat est valorisé à 15 milliards. Parce qu'il y a eu une levée il y a eu un investissement d'Alibaba dans cette société il y a quelques mois de ça. L'autre société après Uber, c'est Lyft, notamment à San Francisco. Ils sont valorisés à 2,5 milliards. Ils se faisaient connaître dans le passé avec la moustache rouge devant. Enfin, ils le font un peu moins maintenant parce qu'ils ont quand même trouvé que c'était grotesque. Mais c'est une société qui fait l'équivalent de ce que fait Uber avec une dimension plus sharing que ça a été le cas au moins au début avec Uber. Pinterest, 11 milliards et Airbnb, 24 milliards. Donc on est vraiment dans des valorisations spectaculaires. Alors les gens qui rentrent en bourse, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Il y a eu cette entrée en bourse de Fitbit, vous savez, qui fait des wearables, là, des choses pour capturer le nombre de pas que l'on fait, etc. Et vous voyez, ils sont rentrés et au cours d'hier soir, ils étaient déjà à plus de 8 milliards en valorisation objective, c'est-à-dire celle de Wall Street. Alors, on peut se demander si c'est un mouvement qui va rester ou qui va, comment dirais-je, se consolider autour d'un certain nombre d'entreprises. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a en même temps une autre activité d'investissement dans la technologie qui sont les fusions-acquisitions. Et il y a eu en 2014, on n'a pas encore les chiffres, on va les avoir bientôt pour le premier semestre de cette année, il y a eu énormément d'activités dans ce domaine, c'est-à-dire les entreprises, et pas seulement les entreprises de tech, acquièrent des startups, et même des grosses startups, donc ils sont déjà assez matures. Et donc, une des raisons pour lesquelles ça se passe, c'est la course à la modernité technologique qui est souvent, et le plus souvent d'ailleurs en ce moment, le fait des startups technologiques et moins, au moins pendant le cycle dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, le fait de grandes entreprises, en tout cas pour des produits très originaux. Mais c'est beaucoup lié aussi aux réserves en cash dont disposent les grands acteurs. Donc voici un exemple du montant dont disposent des sociétés comme Apple, Microsoft, Google, Cisco et Oracle. Vous voyez qu'en combiné, on est à 430 milliards de dollars de disponibilité pour acquérir des sociétés, des talents, des brevets, des équipes, et ce genre de choses. Et d'ailleurs,
Quand on regarde ces classements de 2014, on voit que, des 4-5 dernières années, on voit en 2014 un accroissement des acteurs du web dans les fusions, dans les acquisitions, littéralement, enfin en l'occurrence c'est des acquisitions. On voit peu d'étrangers, on voit Rakuten, le japonais, qui apparaît là, et on voit relativement, on n'a pas toute la liste ici, mais on voit le recul relatif de l'établissement informatique comme IBM, Dell, etc., Oracle, Cisco, qui sont toujours là, et qui étaient là d'ailleurs beaucoup plus présents dans les années précédentes, mais qui commencent à se faire doubler en vitesse et en quantité d'acquisition par les géants du web, les web-scale compagnies comme on les appelle. Alors, les acteurs de l'établissement comprennent ce qui se passe et en fait prennent des décisions qui paraissent logiques et saines et surtout courageuses. HP, par exemple, j'ai pris cet exemple-là parce qu'HP a une grosse R&D, c'est une société qui est connue comme IBM pour une activité très intense en R&D, et vous voyez qu'ils ont quand même décidé, malgré tout, d'acheter une société qui est Aruba Network, une société de réseau qui fait des LAN wireless pour les entreprises. Et donc, on voit apparaître ces tendances-là, où même des sociétés qui disposent d'une grosse R&D font également appel à de la technologie, l'innovation technologique qui est à l'extérieur de leur mur. Donc, quand on parle d'open innovation, en l'occurrence, là, c'est vraiment littéralement le cas. Le capital risque se porte très bien, donc j'en ai parlé en dernier. On pense toujours au capital risque quand on pense à la tech, et c'est bien normal. Et en fait, ça va très bien, puisque le premier trimestre de cette année a été le meilleur depuis 2000. Alors, ça peut être inquiétant également dans le contexte de cette bulle, mais en l'occurrence, c'est plutôt encourageant, c'est-à-dire que de plus en plus d'entrepreneurs se présentent avec de nouvelles idées, de plus en plus intéressantes, et trouvent des financements, puisque on voit monter le nombre de deals réalisés par le capital risque, et on voit monter également le nombre, les montants qui sont consentis. Donc pas de surprise, ça c'est le classement de l'association américaine du capital risque, où on voit où va l'argent. L'argent va dans le software, il va également dans les biotech qui font moins parler d'elles, mais qui avancent tranquillement, avec toujours beaucoup plus d'engouement, beaucoup plus d'entrepreneurs, on en parle moins. Et on voit cette troisième catégorie qui est le divertissement, qui monte, parce que la Silicon Valley est allée, entre guillemets, envahir Hollywood, et Hollywood a bien réagi aussi, parce qu'Hollywood, du coup, se met au numérique, avec d'une part la participation des grands studios dans des opérations d'investissement dans des startups, mais aussi dans l'utilisation de ces nouvelles technologies pour créer des nouveaux services, des nouvelles applications et des nouveaux contenus, mais également il y a à Los Angeles maintenant une sorte de Silicon Valley qu'ils appellent Silicon Beach, où on trouve beaucoup moins que dans la Silicon Valley, mais on trouve des startups et on trouve également des investisseurs. Donc, la question derrière tout ça, c'est qu'est-ce que se passe-t-il exactement? Pourquoi tout cela arrive? Alors, la première chose, c'est que la technologie avance plus vite aujourd'hui dans le numérique que notre capacité à comprendre ce qui se passe et à intégrer ce qui se passe. Et une des raisons de cela, c'est qu'il n'y a plus de release, c'est-à-dire que tout se fait de façon continue. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez vu une release de Google, jamais. C'est Facebook, pareil, ce sont des choses qui s'améliorent en permanence, et donc on s'habitue régulièrement à utiliser des nouvelles fonctionnalités de ces services, et donc du coup on a moins de recul, et on ne voit pas ces grosses ruptures arriver. Donc il y a cette notion de rupture tectonique avec un H, dont les gens parlent dans la Silicon Valley. Ils font remarquer qu'on est arrivé à une période de l'histoire des technologies numériques sans précédent, où différentes technologies sont arrivées quasiment en même temps à maturité. Et du coup, la combinaison qu'on peut faire entre différentes innovations technologiques qui sont devenues de véritables produits existants est unique et permet... Alors les gens parlent pour ceux d'entre vous qui se souviennent des cours qu'on avait en géographie, ce qu'on appelait l'explosion cambrienne, au moment où dans l'histoire de la planète, on est passé du monde unicellulaire au monde multicellulaire, et ça a donné naissance à des nouvelles espèces dont certaines ont disparu et qu'on trouve par les fossiles que l'on retrouve, mais il y a surtout eu l'explosion de toute une série d'innovations dans la création de nouvelles espèces. Donc c'est à ça que les gens font référence. Et ils font référence également, et ça c'est vraiment intéressant, à la dématérialisation grâce au numérique ou à cause du numérique de beaucoup de choses qui étaient auparavant palpables physiquement. En particulier, si vous prenez un smartphone,
J'ai essayé de représenter ici tous les appareils qui sont maintenant dématérialisés. Certains d'entre eux existent encore, en tout cas pas trop sous ces formats-là, qui sont des formats anciens, mais tout ça est rentré dans un smartphone et ça se manifeste sous la forme, comme on le sait, d'applications. Et donc, c'est un mouvement important parce que le smartphone qui ne doit son existence, d'une part, au génie d'entreprises comme Apple, bien sûr, Samsung, etc., mais surtout à la présence de réseaux très puissants. Et il n'y aurait pas d'iPhone sans la 3G, et encore moins sans la 4G aujourd'hui. Et les développements en complicité totale, j'allais dire, des réseaux, des opérateurs de réseau et des gens qui fabriquent et les applications et les services, et surtout ces nouveaux devices, est extrêmement bénéfique au progrès technologique. Alors, donc, on peut se demander aujourd'hui qu'est-ce qui va conditionner les développements de demain. Je suis désolé, je ne retrouve pas mon curseur, donc je vais sauter les slides visuellement. Il y a 4 piliers technologiques sur lesquels on est à peu près tous d'accord dans la région là-bas, et je pense partout dans le monde. C'est, pour expliquer les mouvements à venir, vous avez le social, les médias sociaux, le mobile, les analyses des données, enfin une nouvelle sauce, donc data analysis, big data, etc., et le cloud. Donc c'est le socle aujourd'hui de tous les développements que l'on est en train de voir. Donc, il y a quelque chose qui commence à apparaître, c'est la nouvelle génération des biotech, où on va demander à des cellules, en modifiant l'ADN, puisqu'on sait le faire maintenant à des coûts très bas, de faire des choses pour nous, comme par exemple de fabriquer de la soie synthétique en reprogrammant l'ADN de certaines cellules. Mais enfin, on ne le voit pas de façon massive, en tout cas dans la Silicon Valley. Pour le moment, c'est plus un mouvement qui arrive sur la côte Est. Et si je n'ai pas beaucoup de temps à la fin pour vous donner une idée de ce qu'on voit venir, on voit 7 tendances pour les 2 prochaines années. Les 4 premières sont à peu près connues, donc les paiements par le mobile, les nouveaux terminaux points de vente qui viennent parce que l'ancienne génération est en train d'expirer et que de façon fortuite et positive, les tablettes viennent maintenant s'imposer avec tout ce qui va bien autour et notamment l'analyse des données comme nouveaux terminaux points de vente. Les mobiles de leur côté vont de plus en plus servir à payer directement et de façon très souple. Ceux qui ont fait l'expérience aux États-Unis de Apple Pay par exemple sur le mobile voient à quel point ça apporte du confort supplémentaire et on n'a plus envie de sortir sa carte de crédit quand on peut payer directement avec son smartphone. Les wearable technologies, vous connaissez. La renaissance du hardware vient essentiellement de la propagation des imprimantes 3D de qualité et pas trop chères et qui fait que les entrepreneurs peuvent faire des petites séries, des prototypes très rapidement. Et donc ceci contribue en fait à la création de toute une activité autour des nouveaux objets. Toute la vidéo, y compris le temps réel, y compris la TV de temps réel, va passer sur Internet et le mobile. C'est déjà très très largement engagé, mais il n'y a encore pas si longtemps, on disait que la télé live ne pourrait pas être disponible sur le web, enfin sur Internet, sans disposer d'un réseau particulier. Et c'est plus le cas. Vous avez toute une série d'offres, notamment aux États-Unis, où vous pouvez avoir la télé live, y compris les chaînes de sport. Les 3 derniers points. Donc tout ce qui tourne autour de blockchain et donc bitcoins et donc ce système de distribution de consensus numériquement, un peu comme c'était le cas pour Internet avec le best effort. Ça, c'est très intéressant. C'est un domaine qui est en train d'attirer pas mal d'investissements. Ce dont a parlé Yann avant moi, donc avec énormément de compétences et d'expérience, c'est vraiment un domaine qui attire beaucoup d'intérêt et surtout beaucoup d'argent en ce moment. Il y a de plus en plus de startups qui se créent dans ces domaines. C'est un peu les descendants de la première vague du big data et des analytics, du predictive analytics, où on voit moins d'argent maintenant s'investir. Donc il y a moins d'argent qui va vers l'analyse des données et le prédictif qu'on en voit dans ces nouveaux domaines. Et enfin, il y a la sécurité. Donc il y a beaucoup d'argent qui vont aujourd'hui dans la sécurité, notamment à cause des problèmes rencontrés. J'essaie de retrouver mon curseur, voilà, je suis arrivé.
Et je ne vais pas vous en parler en détail parce que je pense que c'est un domaine qui est bien connu. Nous, on retient que la sécurité est en train de se transformer. La façon dont les innovations qui se font dans le chiffrement, dans la façon de répartir le chiffrement entre le cloud et l'utilisateur, ce genre de choses est particulièrement intéressant. Il y a des brevets en cours d'élaboration en ce moment. Nous avons rapproché 2-3 sociétés nous-mêmes dans ce domaine qui sont vraiment bluffantes. Enfin, si ça marche, leur truc, c'est assez révolutionnaire. Et donc, pour vous dire un mot de Bitcoins, en fait, Bitcoins, vous devez certainement connaître, mais la bonne analogie qui a été faite par Marc Andreessen, qui est un des 2 gourous de la Silicon Valley dans le domaine de l'investissement. Vous savez que c'était le fondateur de Netscape et qu'il est avec Horowitz maintenant dans le cabinet d'investissement Andreessen Horowitz, et qui a vraiment pignon sur rue, plus que ça même. Il dit le Bitcoin est à l'argent ce que TCP/IP a été pour les données. J'ai trouvé une autre analogie qui est intéressante. Si vous regardez les différents protocoles qu'on a utilisés, c'est à peine un peu technique. Hein. Donc pour l'email, on a eu SMTP, pour le web, on a eu HTTP, pour la voix sur IP, on a eu SIP. Eh bien, pour le transfert de valeur, que ce soit de l'argent ou de documents, eh bien, c'est Bitcoin et surtout blockchain, qui est le protocole que l'on trouve derrière. Et ce que ça a comme effet, c'est de rendre en fait toute cette activité programmable alors qu'elle n'était pas derrière. Un petit mot sur une tendance plus cette fois-ci commerciale, business model. On voit arriver de plus en plus les boutons, les buy buttons dans les services et en particulier dans les plateformes de messagerie et en particulier sur le mobile. Donc il y a eu les 3 annonces Twitter, Facebook, Google où en fait à l'intérieur des applications vous avez un buy button directement. C'est d'autant plus intéressant pour les commerçants qui sont derrière ces frontaux que l'on voit là sur cet écran, qu'en fait on sait exactement dans quel contexte se trouve l'utilisateur au moment où il appuie sur le bouton. Donc il y a beaucoup d'activités dans ce domaine qui se propagent d'ailleurs à d'autres sociétés comme Pinterest, puisque effectivement les gens voient des photos d'objets qui les intéressent, et donc c'est assez logique finalement de pouvoir appuyer sur un bouton pour acheter ce tabouret ou avoir des informations sur le tabouret avant de l'acheter, parce que quelqu'un a posté cette jolie photo d'un tabouret. Alors, derrière toute cette transformation, on a essayé de comprendre un peu mieux ce qui se passait. Il y a un changement de jeu d'acteurs actuellement, dont on avait vu arriver, on le sait tous, le pouvoir, la puissance, etc. Mais on a essayé de trouver ce qui se passait. On pense qu'il y a 4 D. Peter Diamandis, qui travaille à Singularity University, lui, il en voit 6 ou 7. Nous, on en voit 4, plus une dont je vais vous parler. En fait, ce sont les 4 D de l'apocalypse numérique pour l'establishment économique qui ne se prépare pas ou qui n'avance pas très vite pour tenir compte de ce qui est en train de se passer et devancer même un certain nombre de ces progrès et de ces transformations brutales, mais souvent sournoises, qui apparaissent dans notre économie. Donc tout ce qui peut être numérisé le sera. Ça, très rapidement, a un effet de perturbation des modèles en place. Ça donne lieu à des places de marché, comme on en a vu par exemple pour l'offre de prêt entre particuliers avec Lending Club, qui est cette super société créée par un Français aux États-Unis qui a fait une magnifique IPO l'an dernier, une des plus belles réalisées, et où en fait il a révélé le besoin et l'adoption rapide par les particuliers d'une plateforme numérique qui n'était pas possible avant ce monde, où les gens peuvent se prêter de l'argent dans des conditions de sécurité et de garantie qui étaient inimaginables auparavant. Ensuite, vous avez la démonétisation. On l'a vu avec tous les modèles qui ont choisi d'aller gratuitement d'abord et de trouver des revenus soit par la publicité, soit dans le cas des nouveaux systèmes comme Uber, en faisant travailler cette nouvelle infrastructure qui sont en fait des êtres humains, donc en l'occurrence les chauffeurs de taxi. Et enfin, vous avez la dématérialisation, on en a dit un mot tout à l'heure. Il y a un autre D qui à mon avis est important, c'est la domination. Les acteurs qui arrivent à embrasser tout ça et travailler avec tout ça, qui sont pour l'essentiel des nouveaux acteurs, ce ne sont pas les acteurs de l'ancien monde, et c'est un peu préoccupant d'ailleurs, c'est même carrément préoccupant. Et donc ce qui se passe, donc vous voyez par exemple le gang des 4, il pesait hier soir 1500 milliards de dollars à la bourse de New York, donc un peu plus bas que d'habitude, mais c'est quand même une puissance économique et une force de frappe considérable. Quand on sait que la densité de QI qu'on trouve dans ces sociétés est absolument phénoménale, on voit à qui on a affaire. Vous avez, Yann, tout à l'heure, parlait, il est maintenant chez Facebook. Vous voyez comment des entreprises
de ce monde-là, qui commence à un petit peu vieillir par rapport aux nouveaux acteurs, les moyens que ces gens-là, dont ils disposent et les moyens qu'ils se donnent pour avancer. Alors, qui sont les prochains ? On va en dire un mot. Mais ces gens-là ont un impact très intéressant qui peut être très préoccupant pour un certain nombre d'acteurs du monde actuel, par exemple dans la banque. Donc cette dame, qui est responsable marketing à la Wells Fargo, disait dans le passé, quand on nous demandait qui sont vos concurrents dans le monde de la banque, elle dit on aurait répondu Chase ou Bank of America. Maintenant, cependant, nous allons répondre Google ou Amazon. Et d'ailleurs, les millénials, donc les jeunes, quand ils sont interrogés aux États-Unis sur leur intention, avec qui ils aimeraient faire de la banque, ils citent systématiquement Apple, Google et Amazon, certains Facebook. Un autre exemple que j'ai vu récemment, qui est intéressant, dans le monde de la pub. Donc les agences de pub vont vers le numérique à toute vitesse pour essayer de leverager, en fait, d'exploiter ces avancées remarquables que font des gens comme Facebook dans le développement d'algorithmes, Google fait la même chose, etc. Et en fait, il y a cet ancien patron de WPP qui disait on n'est plus en concurrence uniquement avec les autres agences, on est en concurrence avec des gens comme Facebook, Google, Vice, Maker Studio et d'autres, parce que tous ces gens ont aussi développé en interne leurs petites agences, elles sont de plus en plus grosses, de création, de développement de produits et de contenus adaptés à cet environnement algorithmique. Et c'est la même chose qui se passe dans l'assurance. Il y avait un sondage dans The Economist récemment qui disait que la moitié des Britanniques, des consommateurs britanniques seraient contents d'acheter leur assurance, leur police d'assurance auprès des géants du web comme Amazon et Google. Donc quand même, ils ont un impact qui n'est pas négligeable. Alors qui va venir derrière ? On a essayé de regarder, bon, c'est pas complet, mais on pense qu'il y a ces gens-là, Airbnb, Tesla, Netflix, Box, Square, Uber et Dropbox que j'ai rajouté parce que je pense vraiment que Dropbox maintenant, qui va vers de l'activité entreprise, qui quitte en fait le consumer pour aller vers l'entreprise, elle a les moyens en plus de jouer un rôle très important. Vous voyez, ils sont valorisés à 10 milliards, ils sont toujours privés, alors que Box est rentré en bourse et vaut 2,26 milliards. La caractéristique de toutes ces sociétés, c'est qu'elles sont toutes numériques, elles ont démarré, elles ne viennent pas d'un autre monde, elles ont toutes démarré de zéro pour faire des voitures, pour vous amener de la vidéo à la maison, pour partager des chambres chez les gens, pour faire du commerce, etc., etc. Et une autre caractéristique de ces sociétés, c'est qu'elles font tout elles-mêmes. Donc je vous défie de me citer un fournisseur connu dans le monde de solutions technologiques pour ces gens-là. Il n'y en a pas, ils font tout eux-mêmes. Donc ça, c'est intéressant parce que les rôles sont en train de changer aussi avec ça. Et vous voyez par exemple Google dans les métiers d'Orange. Google est devenu un opérateur comme Orange aux États-Unis sur la fibre. Ils déploient physiquement leur propre fibre. Ils ont leur camion. Ils vont jusqu'à l'abonné. Ils connectent la fibre. Ils commercialisent de l'activité de connectivité en fait comme nous aux États-Unis pour le moment. Mais ils sont devenus également opérateurs mobiles virtuels en utilisant aussi Sprint et T-Mobile pour le moment où il n'y a pas de connectivité Wi-Fi, puisque tout leur projet est basé sur l'utilisation d'un appareil Motorola avec un Android modifié pour optimiser en permanence l'utilisation des réseaux, et ils passent de préférence sur Wi-Fi. Quand il n'y a pas de Wi-Fi, ils passent sur... mais ils ont également acheté des trucs dans le satellite. Vous savez que Facebook, d'ailleurs, a des projets de même nature et même au-delà, en tout cas pour ce qu'on connaît, qui paraît dans la presse. Vous avez cette idée de couvrir le monde avec une connectivité. Et donc j'ai une petite devinette et je vais vous demander si vous savez qui a dit ça. À votre avis, qui a pu dire ça ? Notre mission, c'est de rendre le monde plus ouvert et connecté. C'est AT&T, c'est Verizon, non, c'est Facebook. On aurait pu penser que c'était un opérateur de télécom, non. Et d'ailleurs, Facebook voit le monde comme ça. Donc, c'est la partie network de l'expression social networks, en fait. Donc, il y a quand même bien un réseau, y compris un réseau de communication de voix dans l'approche réseau de gens comme Facebook, qui sont terriblement puissants dans le développement de solutions très innovantes dans ces domaines. Qui, à votre avis, a dit ça ? Notre focus est de créer un système de communication global qui pourrait être plus gros que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Est-ce que c'est AT&T, c'est Verizon ? Non, c'est Elon Musk. Donc vous voyez, les acteurs vont maintenant, avec cette poussée du numérique, vont dans des domaines où on ne les attendait pas, où en fait on ne pensait pas qu'ils voudraient aller.
Et on a vu la même chose pour le business de la télé. Le patron de Netflix disait « la télé sera morte, le broadcast sera mort en 2030 ». Il a déjà infligé au monde de la télé classique et même du câble une concurrence terrible en fait, et très, très bénéfique pour les consommateurs qui sont ravis d'avoir cette offre nouvelle, originale. Mais regardez, pour mettre en perspective, HBO, qui est quand même the chaîne de câble premium aux États-Unis, qui est à l'origine de beaucoup de séries que vous regardez vous aussi, moi aussi. Donc, vous voyez, HBO a été fondé en 1972 et Netflix en 1997. Donc, et regardez dans le tableau à votre droite, Netflix est maintenant plus puissant en termes de nombre d'abonnés, en tout cas aux États-Unis, que HBO. Donc tous ces gens qui... je ne dis pas qu'ils ricanaient, je ne pense pas qu'HBO ricanait, parce qu'ils se préoccupaient quand même de cette avancée. Pendant un bon moment, les gens disaient non, non, ce sera un phénomène marginal. Eh bien aujourd'hui, HBO a été obligé de lancer son concurrent de Netflix, qui s'appelle HBO Now, que vous pouvez avoir sur votre mobile ou sur le fixe, sans réseau particulier, juste un bon réseau de télécom comme celui d'Orange. Enfin, bon, on n'a pas de réseau aux États-Unis, mais... vous voyez, donc pour 15,99 $ par mois, vous avez accès à tout HBO, ce qui est absolument formidable. Alors, il y a eu d'autres phénomènes de ce genre, et là, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, dans le monde de l'informatique traditionnelle. La CIA avait lancé un appel d'offres pour que quelqu'un lui fabrique un data center. Donc, vous imaginez qui était concurrent, et notamment nos confrères d'IBM. Et IBM n'a pas gagné cet appel d'offres, c'est Amazon qui, pour la première fois de son histoire, a gagné un appel d'offres pour construire un data center, et pas pour n'importe qui, pour la CIA. Et donc, vous voyez... IBM, bien sûr, a contesté, il y a eu un procès. L'affaire, c'était un contrat de 600 millions. Donc, Amazon a gagné cette affaire. C'est absolument remarquable, à mon avis, parce que ça montre quand même une transformation majeure, même dans l'informatique traditionnelle. On voit que des acteurs qui n'étaient pas là, a priori, Amazon n'était pas là pour faire, entre guillemets, de l'informatique, aujourd'hui devient un acteur prépondérant. Ils ont communiqué les chiffres pour la première fois de leur activité Amazon Web Services, vous savez qu'il y a la partie cloud, 5,2 milliards de chiffre d'affaires, et en fait, il y a un analyste qui s'est penché plus en détail sur les chiffres, il dit que si AWS devient une société à l'intérieur ou indépendante d'Amazon, ça vaudrait 44 milliards, c'est-à-dire à peu près autant ou plus que la Orange, enfin en market cap. Et donc, c'est comparable à d'autres acteurs majeurs de l'informatique et des réseaux traditionnels comme HP. Bon, ce n'est pas encore le cas, mais ça vous donne une idée de ce qui est en train de se passer. Donc, je vais vous parler d'IBM, pas parce que j'ai quelque chose de particulier, mais c'est qu'il se prête bien en ce moment. J'aurais pu faire pareil pour HP ou d'autres acteurs. Donc, la présidente d'IBM a proposé d'avancer sa stratégie vers des choses qui sont des paris. Elle parle de paris, de gros paris à long terme, mais vous voyez, elle parle de choses, finalement, heureusement d'ailleurs, qui sont les choses dont finalement tout le monde parle, c'est-à-dire tout le monde va dans les mêmes directions. Ce qui pose probablement à IBM et à ses clients des questions sur avec qui travailler véritablement. Et donc, une partie de la réponse vient dans les accords qu'IBM a passés. IBM a passé un accord avec l'ennemi d'hier, qui est Apple, mais pas seulement avec des gens qui ne sont pas du même monde. Facebook, c'est une très bonne idée pour utiliser avoir l'accès aux données, et même Twitter, même si le CEO est en train de changer, là c'est plus lui, mais et alors récemment, vous avez peut-être vu, il y a un accord avec Box. Donc, bon, Box, il n'y a encore pas très longtemps, vitupéré contre l'établissement informatique, Microsoft, etc., IBM, entre autres. Donc, il y a actuellement une transformation massive qui se fait au niveau de l'établissement informatique. Vous avez vu qu'HP, eBay et Symantec ont annoncé qu'ils allaient se couper en deux avec l'idée et l'espoir que 1 + 1, ça fera plus que 2. Mais c'est surtout parce que ça devient très difficile de rester intégré. Et c'est assez paradoxal parce que dans le nouveau monde, pour être un acteur, il faut jouer à plusieurs niveaux des couches, technologiques, si vous voulez. Et donc, on a vu
des technologies venir des géants du web. Ils ont eu besoin de créer leur propre technologie et de la faire fabriquer à Taïwan ou ailleurs, parce que l'offre qui existait à l'époque sur le marché, qui venait d'acteurs que l'on connaît tous, ne pouvait pas répondre à leurs besoins, qui étaient des besoins monumentaux en termes de trafic, de répartition de trafic, d'installation de data centers un peu partout dans le monde, consommation d'énergie, qui est un des problèmes principaux des grands acteurs du web pour leurs data centers. Et donc, d'ailleurs, nous-mêmes, Orange, nous avons les mêmes préoccupations. Mais vous voyez qu'ils ont réussi à créer toute une génération de nouveaux produits qu'on peut considérer comme étant les descendants de l'informatique. Ils ont commencé par faire des serveurs, leurs propres serveurs, et là, depuis récemment, ils ont dessiné et conçu leur propre équipement de réseau. Nous, on connaît bien Facebook. À San Francisco, on travaille beaucoup avec les ingénieurs de Facebook qui ont dessiné, par exemple, un équipement de réseau, enfin, ils ont conçu un équipement de réseau qui est fabriqué à Taïwan, qui est de première qualité. Et donc, beaucoup de gens s'intéressent maintenant à ces solutions-là, qui sont d'ailleurs, pour l'essentiel, mises en open source par Facebook, ce qui facilite d'ailleurs beaucoup les choses et surtout la progression et l'évolution du produit. Là aussi, HP a bien joué, à mon avis. J'ai pris là, cette fois-ci, l'exemple. Ils ont décidé littéralement de revendre des produits de type de ceux que vous avez vus dans l'image de Facebook. Ils ont fait un accord avec Foxconn aussi pour d'autres équipements de serveurs. Ils ont pris un logiciel de la Silicon Valley, de Cumulus Network, qui est un logiciel de Software Defined Networking, alors qu'ils ont probablement aussi leur solution, mais ils ont rajouté ce produit à leur catalogue pour être bien sûr d'être compatible avec cette dynamique. Donc tout le monde y va. Et alors, ce qu'il y a derrière, c'est que tout le monde conçoit des produits qui auparavant étaient réservés à d'autres acteurs. Donc Facebook fait ses cartes, Amazon fait aussi ses chips, ils ont même fait une usine, etc. Donc le jeu des acteurs change, il est en transformation réelle. Il n'y a pas encore de gens qui ont été mis à mort, sauf Kodak, et quand même par certains aspects qui sont en difficulté. Il y a eu Nokia, il y a eu BlackBerry, enfin bon. Donc on commence à voir des impacts, il y a les transformations des sociétés qui se coupent en deux pour survivre. Je voudrais vous dire un mot de l'évolution du big data, qui est maintenant très très bien développé, je crois, en Europe et en particulier en France. C'est devenu un facteur clé maintenant de fonctionnement des entreprises. Il y a une quote que je trouve amusante d'un universitaire qui est décédé et qui montre l'importance que les entreprises accordent au big data. In God we trust, all others bring data. Sinon, on ne vous croit pas. Donc, il y a cette notion dans la Silicon Valley du nouveau CEO, qui est un CEO qui est centré sur les données. C'est le Chief Influence Officer et non pas le CIO. Et la plaisanterie, c'est que s'il ne fait pas ça, il risque d'avoir career is over. Et dans le côté positif des choses, on dit beaucoup que les prochains CEO des maisons qui ne sont pas technologiques seront, pour l'essentiel, les CIO, car ils mesurent le business, car ils anticipent de façon beaucoup plus fine qu'avec des méthodes plutôt intuitives et semi-empiriques que nous avons tous connues et qui perdurent dans un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas passées massivement au big data. Donc je voudrais juste vous dire un mot de Uber, qui est un phénomène qui est connu par ses bons et ses autres côtés, mais quand même se rendre compte qu'Uber aux États-Unis, à San Francisco, ils ont généré plus de 3 fois le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'industrie du taxi dans la ville, et c'était avant quand même que l'Uber Pool, qui est l'équivalent d'Uber Pop ici, se développe. Donc c'est bien avec un modèle normal, quoi. Et à New York, je pense que Yann sera d'accord, enfin, c'est une stat officielle, il y a plus de taxis Uber que de taxis jeunes. Alors il y a ce phénomène que maintenant dont tout le monde parle, qui est l'ubérisation de la société, et qui fait que beaucoup de secteurs sont vulnérables. Les chefs d'entreprise, c'est très difficile à lire, mais c'était pour vous dire que tous les secteurs sont en fait touchés par l'ubérisation potentiellement, certains de façon plus intense que d'autres. Les CEO disent que ça devient de plus en plus difficile. Quand ils comprennent ce qui se passe dans les grandes entreprises, ils ont beaucoup de mal à se faire entendre de leurs troupes. C'était le cas de l'ancien PDG de Sony, qui était un Britannique et qui a quitté Sony, qui a été le seul non-japonais à la tête de Sony, et qui expliquait combien ça avait été difficile pour lui, qui pensait avoir compris ce qui se passait, de se faire entendre en dessous. Alors il a ce truc très britannique, très rigolo.
qui est diriger une grande entreprise, c'est comme diriger un cimetière. Il y a beaucoup de gens en dessous, mais personne ne vous écoute. Et donc, je trouve que c'est particulièrement bien vu. Alors, ce n'est pas le cas chez Orange, hein, du tout. Hein. Voilà. Donc, en fait, le big data continue sous une forme qui est le temps réel, de plus en plus. C'est la phase nouvelle du big data, avec ce diagramme que j'ai emprunté à une société récemment et qui montre qu'on est passé du début qui était le descriptif au prédictif, et maintenant on est dans le prescriptif, c'est-à-dire que l'analyse des données sert maintenant littéralement, avec une partie des outils développés par des spécialistes comme ceux de l'équipe de Yann, des outils qui viennent accompagner, désencombrer les preneurs de décision de choses qu'ils n'ont plus besoin de faire, puisque les machines peuvent les aider à prendre des décisions là où on les attend et non pas à analyser les données. Et donc, je ne vais pas revenir sur le fait que la vie après le big data, c'est la discipline dont Yann a parlé ce matin, c'est le machine learning, l'intelligence artificielle. Il y a une professeure, je crois, de Dartmouth, je crois, qui a créé cette expression machine intelligence pour décrire ce secteur. Dans le monde plus prosaïque des investisseurs, Andreessen Horowitz disait il n'y a pas longtemps dans une conférence, le machine learning, on va le trouver maintenant partout dans les apps, dans le futur. Alors, il faut l'écouter parce qu'il investit beaucoup dans des sociétés qui ont en général beaucoup de succès, et il a notamment prédit l'arrivée de cette nouvelle stack qu'on appelle le analytic computing, et qui est liée à des travaux qui viennent tous assez majoritairement de Berkeley, du laboratoire Amplab de Berkeley, qui revient, hein, c'est le retour de Berkeley, il me reste très peu de temps, et qui en fait vous permet d'avoir, avec toute une série de solutions, une nouvelle approche qui vient en plus compléter une autre situation, qui est le fait que de plus en plus le computing se fait en mémoire, puisque les mémoires sont de moins en moins chères, les mémoires statiques, enfin les mémoires vives, et donc il y a le computing, le stockage de données qui se fait maintenant dans la mémoire. Donc je termine en vous disant ceci. Il faut beaucoup investir, de notre point de vue, à l'extérieur de sa société. Beaucoup de startups rachètent d'autres startups aujourd'hui. J'aurais plein d'autres choses intéressantes à vous dire, mais comme disait un savant, la place me manque dans la marge pour vous expliquer ce que j'ai à vous dire. D'autant qu'investir dans les startups, c'est important. C'est un des moyens de compléter, d'augmenter la R&D des entreprises. On n'arrive pas toujours à avoir ce qu'on veut. Pour ceux d'entre vous qui se souviennent de cette chanson des Rolling Stones, you can't always get what you want, but if you try sometimes, you might get what you need. Donc le changement arrive, il arrive massivement, il est sournois parfois, il y a plusieurs vagues concomitantes qui se produisent, et on ne peut plus, hélas, prédire l'avenir comme Winston Churchill le disait. Ceux qui n'ont pas appris de l'histoire sont condamnés à la répéter. Dans les domaines où nous sommes, le futur n'est plus ce qu'il a été. Merci. Merci beaucoup.